pour parler d'inclusion numérique. Alors moi je suis Pierre-Louis Rolle, je suis directeur du programme Société numérique. Avec moi il y a Agathe Chin, une collègue de la direction générale déléguée au numérique de l'agence pour répondre à vos questions plus tard. Nous avons un invité également, c'est le principe de ces rendez-vous de l'agence, qui est Claude Riboulet, président d'Allier, que je ne vois pas mais qui doit être connecté parmi nous ce soir. L'objectif, c'est que le président Riboulet et moi vous présentions une brève présentation de nos actions respectives en faveur de l'inclusion numérique et qu'on ouvre très rapidement, comme le veut le format de ces rendez-vous de l'agence, aux questions du public que vous pourrez nous soumettre via Webikeo, la plateforme, et on les recevra par texte et on pourra vous répondre. Avant de laisser la parole au président Riboulet, je voulais vous présenter ce soir les actions du programme Société numérique qui est chargé de mettre en œuvre la stratégie inclusion numérique du gouvernement qui connaît un coup d'accélérateur très important cette année avec une mobilisation historique de 250 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Depuis 2 ans, on met en place ce qu'on appelle la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui structure cette politique publique en faveur de la montée en compétences numériques de tous les Françaises et les Français. Et je voudrais faire un petit détour de définition de cette ambition, parce qu'effectivement, il est bien question de monter en compétences numériques et de faire que chacun puisse disposer de compétences numériques de base. C'est un enjeu de société profond que l'on cherche à accompagner, même si, bien sûr, il s'agit de prendre en compte également les effets de la dématérialisation des services publics, où beaucoup de nos concitoyens se trouvent en situation de difficulté, voire de ne plus avoir accès à leurs droits du fait de la dématérialisation, et il faut qu'on y pallie bien sûr avec urgence. Mais une politique publique d'inclusion numérique ne saurait être simplement la voiture balai de cette dématérialisation, parce qu'on ne sait pas qui seront aujourd'hui les exclus du numérique de demain. Les technologies vont évoluer, nos façons d'accéder aux services publics vont évoluer, nos façons de communiquer vont également évoluer, et donc il faut qu'on arrive à penser des actions qui ne soient pas périssables et qui vont s'inscrire dans un rapport durable à la technologie pour nos citoyens. Et cela étant entendu que selon nous, il n'y a pas de fracture numérique dans le pays, c'est-à-dire où on aurait les inclus d'un côté, de l'autre les exclus, mais on a bien une situation, une grande diversité de vulnérabilité face au numérique dans différentes catégories socio-professionnelles, classes d'âge. Ce n'est pas les ruraux contre les urbains, ce n'est pas les jeunes contre les vieux. On peut avoir des compétences numériques qui ne sont pas forcément reconnues comme légitimes pour envoyer un mail, pour faire la bureautique, mais qui peut être pour faire des jeux ou pour aller sur Snapchat. Ce sont quand même un rapport au numérique, mais qui n'est pas le rapport au numérique qu'on attend. Et on peut être jeune, avoir une maîtrise du smartphone, mais ne pas forcément être à l'aise pour faire ses démarches en ligne ou pour avoir des démarches plus poussées. Donc c'est arriver à concevoir une politique publique qui va prendre en compte ces grandes diversités de situations. Et donc pour mettre en place cette stratégie qu'on veut partenariale selon la méthode de l'ANCT, c'est vraiment prendre en compte ces différentes disparités et s'appuyer sur 3 grands principes. Le premier, c'est qu'on n'a pas attendu que l'État se mobilise pour travailler sur cette question-là. De longue date, les collectivités territoriales sont en première ligne face à l'accompagnement au numérique. Les associations de médiation numérique, les espaces publics numériques, l'éducation populaire sont mobilisées. Donc c'est venir renforcer l'existant et s'appuyer sur les collectivités pour faire des projets de territoire d'inclusion numérique. Le deuxième, c'est outiller concrètement ceux qui sont en première ligne, les aidants numériques. Et là, on a une très grande diversité de professionnels, les médiateurs numériques, les travailleurs sociaux, les agents d'accueil en mairie, les médiathécaires, etc. Et c'est proposer des outils très concrets qui peuvent s'adresser à plein de professionnels en même temps et qui viennent se greffer sur l'existant. Et enfin, il s'agira de travailler sur les gouvernances et l'organisation entre les différents niveaux de collectivité, entre les différents partenaires pour mettre en œuvre ces actions-là. Très concrètement, on a commencé par mettre en place des dispositifs comme le pass numérique, qui est comme un chèque déjeuner. On va échanger ces coupons contre des heures de formation au numérique. On a aujourd'hui 87 collectivités qui sont mobilisées avec un effort de 20 millions d'euros de l'État pour distribuer
ces passes numériques. C'est à la fois un outil de ciblage des populations, s'assurer qu'ils vont pousser la porte des lieux ou aller vers des formateurs, et aussi un outil de consolidation économique du secteur. Et encore une fois, c'est un outil qui est tourné vers les professionnels qui font et qui est déployé avec le concours des collectivités territoriales très concrètement. Après, il s'agissait de venir structurer ces acteurs très différents. On a à la fois des startups, à la fois des associations d'éducation populaire, à la fois des services sociaux qui collaborent sur un même territoire pour réussir cet objectif. Donc avec le concours de la Banque des territoires, on a mis en place des hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui sont des structures interdépartementales qui vont faire de l'appui en ingénierie aux collectivités, de la formation aux médiateurs numériques, et qui viennent s'assurer du bon développement de ces initiatives en faveur de l'inclusion numérique sur le territoire. C'est des consortiums qui sont constitués d'associations, de coopératives, de collectivités. Il y en a aujourd'hui 11 sur tout le territoire, et l'objectif c'est que d'ici la fin de l'année, l'intégralité du territoire métropolitain et d'outre-mer soit couvert par des hubs. Ces bases étant posées, et j'ai cité que 2 exemples parmi d'autres, le plan de relance arrive maintenant pour venir massifier ces actions pour l'inclusion numérique. C'est 250 millions avec 3 mesures phares, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les questions. La première étant de remettre de l'humain dans cette relation avec le numérique, de venir démystifier ces enjeux du numérique, de venir rassurer. Il est important de rappeler que la médiation numérique, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui forment au quotidien les personnes éloignées du numérique, et il s'agit de venir renforcer cette filière de la médiation numérique. Donc l'État va financer le déploiement de 4000 conseillers numériques France Service sur tout le territoire, qui auront vocation à venir accompagner les Français dans toutes leurs démarches du numérique de quotidien. J'insiste, on pourra avoir un petit coup de pouce quand on est bloqué dans une démarche administrative, mais ça sera aussi l'occasion d'accompagner sur la recherche d'emploi, sur rester en contact avec ses proches, trouver un emploi, vendre des objets sur Internet, de profiter à ce que tout un chacun est en mesure d'attendre du numérique, et d'avoir cette approche un peu globale de montée en compétences. Donc la promesse, c'est que chacun de ces 4000 conseils numériques soit financé à hauteur du SMIC pendant 2 ans par l'État, et qu'on prenne en charge également une formation certifiante à chacun des candidats recrutés, qui correspond à un bloc de compétences d'un titre professionnel du ministère du Travail, et l'État prendra en charge aussi cette formation-là. On a lancé un appel à projet, une plateforme de recrutement plutôt en novembre. On a déjà 14 000 candidats dessus, 1600 structures, dont principalement des collectivités territoriales. On a une première vague qui est en cours de constitution avec l'appui des préfets pour venir veiller à une bonne cohérence territoriale, et on sera en mesure dans les prochaines semaines d'enclencher les premiers recrutements et la première arrivée sur le terrain des conseillers numériques. Il y a déjà des territoires qui sont particulièrement avancés dans leur stratégie numérique, et je pense notamment au département de l'Allier, et qui ont pu signer avec l'État des accords préalables de principe sans que l'État s'engage à déployer un certain nombre de conseillers numériques au plus vite sur ces territoires-là. Et on va ensuite accélérer à l'ensemble des départements et l'ensemble des collectivités ce déploiement dans les semaines à venir. Ce programme est amené à se poursuivre jusqu'en 2022. Un deuxième axe du plan de relance qui sera annoncé prochainement consistera à venir outiller les lieux existants et à fournir de nouveaux outils, pour que ce soit des outils pédagogiques, des outils matériels ou des outils logiciels pour les médiateurs numériques, et du matériel informatique pour les lieux d'inclusion numérique, qu'ils soient publics ou privés. On parle ordinateur, imprimante, etc. Et on a aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'un lieu où on va apprendre le numérique, et on vient de lancer un appel à projet pour mobiliser des designers pour la conception d'espaces d'inclusion numérique que l'on viendra soutenir sur cette deuxième enveloppe du plan de relance. Et enfin, il y a une dernière enveloppe qui consiste à la généralisation d'Aidant Connect, qui est là aussi un outil pour les aidants numériques, qui vise lui à mettre un terme au fameux petit carnet papier ou à la feuille volante à l'accueil du guichet, à l'accueil de la mairie, où on va noter le mot de passe, l'adresse mail, le 3e prénom de la grand-mère, pour pouvoir se connecter sur les sites internet et accompagner des personnes qui n'ont pas d'adresse mail ou qui n'ont pas de compétences numériques. Donc là, l'idée, c'est de sécuriser la relation juridique entre
un aidant et une personne qui est accompagnée, et de faciliter ensuite l'accompagnement de cette personne quand elle se représentera après avoir signé un mandat donnant autorisation d'agir pour son compte pour l'aidant numérique. Celui-ci pourra se reconnecter sur n'importe quel site du service public France Connectée pour faire des démarches en son nom avec une traçabilité de qui fait quoi. Notre objectif est de former 20 000 aidants numériques à l'utilisation de ce service cette année. Sont éligibles les structures publiques et privées qui accompagnent des publics, centres sociaux, CCAS, guichets d'accueil en mairie, lieux de médiation numérique, médiathèque, etc. Et on va lancer dans 2 semaines la procédure d'habilitation de chacun des agents. Ça sera aux structures de demander l'habilitation de leurs agents, et la NCT prendra en charge une formation dédiée à l'outil et à la posture d'accompagnement d'1 jour et demi pour toute personne qui sera habilitée à utiliser le service. On expérimentait là pendant 1 an auprès de différentes collectivités et différentes structures. On va passer sur une accélération massive du service. On va passer de 190 aidants à 20 000 assez rapidement. Donc on va procéder par vagues successives tous les 3 mois, et de mars à mai, la première vague concernera les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, la Réunion et Mayotte, et la Bretagne pour les premières régions et départements qui seront bénéficiaires du service Aidant Connect. Donc voilà, très rapidement une présentation un peu des objectifs de cette politique publique de l'inclusion numérique et du plan de relance qui est soutenu par le secrétariat d'État chargé des transitions numériques et opéré par la NCT, et les mesures du plan de relance qu'on voulait vous présenter rapidement ce soir avant de laisser la parole à Claude Riboulet. Donc je ne serai pas plus long. Donc je vais laisser la parole au président Riboulet que je ne vois toujours pas, mais je sais qu'il est là. Donc Monsieur Riboulet, vous êtes président de l'Allier, un département qui a, je m'entends dans le retour, qui est un département qui a mis en place une politique publique d'inclusion numérique très tôt et très avancée, qui s'appuie notamment sur un réseau de tiers-lieux qui est très dynamique et avec une très grande diversité d'acteurs qui sont autour de la table. Vous êtes par ailleurs président de la commission numérique de l'Assemblée des départements de France et premier signataire d'un accord de principe sur le déploiement de conseillers numériques. Et je ne serai pas plus long et je vous cède la parole tout de suite. Merci beaucoup, Pierre-Louis. J'espère que là, vous m'entendez. Oui. Du coup, vous ne me voyez pas. Je tiens d'abord à remercier la NCT pour cette invitation à ce webinaire. J'y suis très sensible. J'espère que je pourrai apporter effectivement quelques éclaircissements ou plutôt des partages d'expérience. Et je prie tous ceux qui sont connectés de m'excuser d'avoir naturellement un prisme départemental, mais si je ne l'avais pas, je serais un usurpateur dans mes fonctions, ce qui n'exclut évidemment pas le rôle qu'ont à jouer les autres strates de collectivités, communes, intercommunalités, métropoles et régions, le cas échéant, aux côtés, vous l'avez bien rappelé, Monsieur Roll, du tissu associatif. Le constat, on le connaît tous. Le ministre Mounir Mahjoubi l'avait déjà fait émerger. 12 à 13 millions de nos concitoyens français qui sont dans l'exclusion numérique pour 3 causes facilement identifiables: pas de connexion, pas d'outils pour pouvoir se connecter ou pas de maîtrise de ces outils, ces 3 causes étant malheureusement parfois parfaitement cumulables entre elles. Et il est important, je crois, effectivement, que ce dossier soit porté. Il l'est politiquement, il doit l'être encore un peu plus. Il y a des associations comme Emmaüs Connect, WeTechCare, qui avaient été déjà un peu précurseurs, et que là, on passe se démultiplier. Je rejoins votre ambition de massification. Alors, pour prendre le prisme, encore une fois, des départements, qu'est-ce qui m'apparaît important, notamment en termes de méthodologie? La première chose, c'est que les conseils départementaux coélaborent avec leurs préfets respectifs, donc les services déconcentrés de l'État, les schémas départementaux d'accessibilité des services au public. Et que c'est un outil qui est très bien fait, et qu'à partir de là, je crois que la première approche, c'est de considérer que l'inclusion numérique doit être un des éléments qui apparaît dans ces schémas départementaux d'accessibilité des services au public en tant que service au public. Et ce qui nous permet déjà d'établir des diagnostics, des cartographies sur ce qu'il y a comme point de présence, comme tiers-lieu, comme Fab Lab, comme espace de coworking, comme maison franc de service, comme autres initiatives associatives ou locales qui peuvent déjà être des ressources sur lesquelles s'appuyer. Et à ce titre-là, les départements n'ont évidemment pas la prétention de pouvoir faire tout seuls, ça serait illusoire, mais et c'est le sens de l'accord que j'ai pu signer avec plaisir avec le ministre Cédric O, d'être en revanche la collectivité pivot
interface, de mise en réseau, de coordination de cette action d'inclusion numérique, de ces médiateurs à l'échelle de son territoire et même parfois à l'échelle interdépartementale parce qu'on est toujours voisin de quelqu'un. À partir de là, l'idée, elle est simple, c'est que je crois qu'il faut qu'on applique aussi le principe du pull et du push. Et je vais le dire en français, c'est le principe de la Gardère. Si tu ne vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Je me permets de le dire pas sous forme de critique, mais plutôt de constat de pratique. Une des limites d'échec haptique, c'est que les personnes qui sont dans l'exclusion numérique ne savent parfois même pas ce à quoi elles pourraient accéder. Et donc n'ont même pas spontanément l'idée d'aller solliciter un chèque pour bénéficier d'interventions et de formations, parce que ce monde-là, elles en sont tellement exclues qu'elles ne le connaissent pas, voire ne l'imaginent pas. C'est pour illustrer mon propos il faut aussi aller vers et être dans la proximité et y avoir beaucoup de souplesse. Donc ce rôle confié aujourd'hui par le gouvernement au département d'être la collectivité interface, la collectivité pivot, la collectivité fédératrice, je crois qu'il est important, mais qu'il n'a de sens que dans beaucoup de souplesse. Parce que peu importe si ici ou là, pour prendre l'exemple des médiateurs numériques, c'est une intercommunauté, une commune ou une association, quelle qu'elle soit, peu importe quelle est la personne qui va accueillir ce poste, pourvu que dans son écosystème local, il y ait déjà une petite culture, une vraie reconnaissance, une identification et une proximité. À cet égard, je crois qu'il convient aussi de dire clairement que ces médiateurs, quand même ils s'appellent France Service, ce n'est pas le troisième poste des maisons France Service. Que leur rôle et leur travail, c'est sans doute surtout pas d'être derrière un guichet ou derrière un bureau, mais je crois d'être extrêmement actifs sur le terrain. Dans l'Allier, c'est une vingtaine de postes qui ont été crantés. D'ores et déjà, les intercommunalités se sont positionnées pour en accueillir un. Et je vais illustrer dans un premier champ qui est tout bête, et Oriane Ledroit, qui est conseillère auprès de Cédrico, m'avait dit que c'était tout à fait possible, c'est qu'on a vu avec les deux périodes de confinement de l'an dernier, la nécessité notamment pour les commerçants de pouvoir se développer sur des plateformes de vente en ligne. Et on a vu aussi que le cœur de métier des commerçants, c'était d'accueillir dans leur boutique et qu'ils n'étaient pas forcément très à l'aise avec la mise en vente de leurs produits sur des plateformes de e-commerce. Et bien concrètement, que nos médiateurs numériques aient aussi dans leur préoccupation d'accompagner les commerces de proximité pour que demain, indépendamment du confinement qu'on ne souhaite pas, eh bien, ils puissent avoir une partie de leur chiffre d'affaires sur ces plateformes, c'est aussi ça, l'inclusion numérique, de même qu'il faudra accompagner les clients potentiels dans la proximité. Donc voilà, si je résume mon propos, je ne veux pas être trop long, j'aurais tellement de choses à partager avec vous et avec plaisir, mais je crois que l'intérêt, c'est qu'on puisse aussi répondre à des questions. Ce qui compte, c'est qu'on soit souple, qu'on soit agile, qu'on fasse confiance à tous les niveaux de territoire qui sont volontaires pour s'engager dans cette démarche. Merci, et tant mieux que les départements soient reconnus comme étant une collectivité qui peut initier, impulser, mais surtout coordonner et fédérer, et qu'il faut vraiment penser, de mon point de vue, l'inclusion numérique dans cet esprit de l'accessibilité d'un service au public. Et ce service au public, c'est de pouvoir être autonome, à l'aise, ou en tout cas plus à l'aise et plus autonome avec tout ce qui développe aujourd'hui. J'ajouterai une chose qui me paraît très importante. 12 à 13 millions de Français qui sont dans l'exclusion numérique, il y a 12 millions de jeunes qui sont dans l'éducation nationale aujourd'hui, école, collège, lycée, le même nombre. Et que ce qui est sans doute aussi un des enjeux et un des rôles avec l'éducation nationale, mais des collectivités, chacun dans son niveau de responsabilité, les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées, c'est de faire que les jeunes, dès qu'ils sortiront du système scolaire, quel que soit le niveau, ne se retrouvent pas de nouveaux entrants dans l'exclusion numérique. Et qu'on ait cette attention particulière à faire que ces jeunes qu'on peut former, qu'on peut préparer à la vie, soient eux aussi bien armés pour être parfaitement à l'aise avec les usages numériques. Pas, vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà de telle ou telle application à caractère ludique ou réseau social, mais vraiment dans ce qui va leur permettre d'être des citoyens capables de maîtriser leur destin et leur liberté dans les démarches en ligne. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est évidemment bien incomplet, mais je ne voudrais pas être trop long ni vous saouler. Et je crois que ce qui sera intéressant, c'est l'interactivité de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je souscris particulièrement à votre dernière remarque. Alors je me tourne vers Agathe. Peut-être qu'on a déjà des questions. Oui, on a beaucoup de questions. Alors la première, c'est pour Monsieur Riboulet. Que pensez-vous du travail des sénateurs et de la proposition de loi relative à la lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique qui devrait être discutée au Sénat le 14 avril prochain? Alors je ne connais pas le texte, donc je ne vais pas vous mentir. Le principe qui est un cadre légal sur la lutte contre l'électronisme me paraît être une bonne chose. On est dans un état de droit
et ça peut permettre notamment à nos concitoyens, le cas échéant, de pouvoir se référer à un droit à pouvoir être éduqués, formés, quel que soit leur âge, pour être hors de l'électronisme. Je pense que c'est un sujet qui est encore un peu différent, la question de l'électronisme par rapport à la question de l'inclusion numérique. Parce que, M. Roll le rappelait tout à l'heure, on peut avoir des jeunes qui sont à l'aise avec l'outil. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à l'aise avec l'outil qu'ils sont à l'aise avec tous les contenus et tous les usages. Pour moi, la question de l'électronisme, c'est presque un frein ou un handicap plus important encore que cette situation que je venais d'évoquer. C'est l'idée qu'il y a probablement, y compris du point de vue cognitif, un certain nombre de méthodes d'apprentissage qui vont bien au-delà de l'insertion en tant que telle. Alors, cette proposition parlementaire de loi, d'ailleurs, elle est toute récente, hein, je crois qu'elle a été déposée assez récemment, mais elle doit être travaillée, elle doit être étudiée, et très clairement, il faut faire effectivement, comme de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, je crois, une vraie cause nationale éducative de la lutte contre l'électronisme. Merci. Je me permettrais d'ajouter une chose, pardon, qui est plus ma déformation d'ancien enseignant de philo, qu'il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on garde une certaine prudence et réserve quant à ce que moi j'appelle l'incidence des outils numériques sur la structuration cognitive des jeunes. Il y a quelques études qui sont en train de sortir. Alors attention, je défends les usages du numérique. Je dis simplement que ça ne peut pas être quelque chose qui remplace radicalement des apprentissages plus classiques. Quand on apprend à écrire avec un stylo, c'est aussi la mémoire du geste qui compte. Quand on apprend à écrire avec un pouce ou un clavier, c'est pas la même chose. Et quand on en est à dicter à Siri ou à Google une phrase pour faire une recherche, c'est encore très différent. Donc je crois qu'il faut garder un juste équilibre entre des apprentissages fondamentaux, classiques, qui seront toujours utiles, et la bonne place pour que ce que le numérique permet et donne aujourd'hui ne soit pas peut-être demain quelque chose dont on se serait rendu compte qu'il a pu porter préjudice. Merci beaucoup. On a pas mal de questions sur les conseillers numériques. La première, c'est, donc j'ai entendu que le choix se faisait avec l'appui du préfet et c'est un passage obligé. Je pense que c'est M. Roll qui répond là. Oui. Alors, le process est souple et continu. Effectivement, nous, on demande au préfet de veiller à cette première mise en cohérence territoriale. Donc, effectivement, il y a un passage préfectoral qui est effectué pour nous remonter en centrale ces différentes demandes de recrutement de conseillers numériques. Après, je rappelle que le passage obligé, c'est l'inscription sur la plateforme de l'ANCT, où les collectivités vont émettre leur choix et où les candidats vont postuler et émettre leur vœu géographique. Et c'est à travers ce biais-là qu'une fois que l'ANCT, après négociation avec les parties prenantes, les préfets, les collectivités, activera l'appairement entre candidats et structures accueillantes pour procéder au recrutement. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà eu des accords qui ont été passés par ailleurs entre l'État, avec bien sûr l'appui des préfets et des collectivités en direct pour réserver un premier nombre. Mais là, le principe est que jusqu'à demain, les préfets vont nous faire remonter les premières collectivités candidates et ensuite on va enclencher d'autres vagues comme ça au fil de l'eau. Mais j'insiste bien sur le fait qu'on est dans une logique de vague, qu'on est dans une logique de recrutement continu. L'objectif, c'est d'être pragmatique et d'être souple et d'œuvrer au mieux pour que l'arrivée des conseillers numériques France Service au contact de la population se fasse le plus rapide possible. Du coup, une question pour suivre ça. Quand pouvons-nous embaucher un conseiller numérique? À partir de quelle date? Alors, l'objectif est de pouvoir lancer les premiers recrutements effectifs et entrer en formation d'ici la fin du mois de mars. Et on s'active pour effectivement que toutes les conditions soient réunies, à la fois la capacité d'entrer en formation et la capacité de soutenir financièrement les candidats. Mais ça, c'est le calendrier effectivement qu'on s'est fixé. Là, on est dans la phase, on est allé très vite dans la constitution du dispositif. On termine cette phase de concertation avec les collectivités et d'ici quelques semaines, effectivement, on pourra enclencher les premiers recrutements.
Toujours conseiller numérique, je suis un Fab Lab qui a postulé auprès de la préfecture des Landes en tant qu'organisme privé. Comment ma proposition est-elle prise en compte? Alors, il ne faut pas simplement se renseigner auprès de la préfecture, il faut bien aller se renseigner sur conseiller-numérique.gouv.fr pour que nous, on ait bien toutes vos informations. Pour l'instant, cette première vague va concerner en priorité les collectivités territoriales et idem, on va clarifier les règles du jeu et enclencher l'AMI pour les structures privées dès le début du mois de mars. Donc à partir de ce moment-là, vous aurez plus d'informations pour poursuivre avec votre candidature. Visiblement, les collectivités et l'État vont pouvoir recruter des conseillers numériques en premier. Qu'en est-il des associations? Ah ben là, même réponse d'ici quelques semaines. Là, on va passer aux questions plutôt sur le pass numérique. Quel est le calendrier de déploiement du pass numérique sur les territoires? Nous intervenons comme opérateurs dans le 13e et le 15e arrondissement de Paris. Nous préparons à l'élargissement territorial. Alors, il y a eu un nouvel appel à projet qui s'est clos à l'automne. On l'a prolongé du fait de la crise sanitaire. Donc il y a 40 collectivités supplémentaires qui rejoignent le club des collectivités déployant du pass numérique. Donc là, sur ces territoires concernés, le pass numérique va continuer de se déployer à partir des semaines à venir. C'est vrai que du fait de la fermeture des lieux, il y a eu un peu de retard dans la distribution et c'était compliqué d'arriver à maintenir la qualité de service. Dans les 47 collectivités qui déploient déjà du pass numérique, le déploiement se continue. Et là, c'était le 15e arrondissement de Paris, tu disais. Oui. Et donc là, la métropole du Grand Paris, par exemple, est un très grand promoteur du pass numérique et va en déployer sur le territoire de la métropole. Voilà, ça dépend effectivement des appels à projets. Nous, on va continuer de soutenir le dispositif en 2021 et on précisera plus tard les modalités de déploiement futur. Et pour aussi réagir sur la remarque du président Riboulet, qui a bien identifié un des enjeux du pass numérique, effectivement, le déploiement du pass numérique, déployer du pass numérique ne se substitue pas à avoir une stratégie locale d'inclusion numérique. Et c'est très important de bien penser à comment est-ce qu'on va cibler les personnes avec qui on va le remettre. Donc ça peut être un envoi du carnet à la personne avec un détail des services, etc. Mais il y a tout un travail de terrain qui est fait pour bien préparer son déploiement de pass numérique, parce que effectivement, il ne se suffit pas à lui-même, et c'est pas parce qu'on a reçu un chéquier qu'on va passer la porte. Donc il y a ce travail, même s'il est incitatif, et même si on facilite le croisement. Donc là aussi, nous, on est à vos côtés pour vous accompagner sur les déploiements de pass numérique. On organise régulièrement des webinaires également tous les mois sur ces différents sujets. On a beaucoup de contenu et d'échanges d'expériences entre collectivités qui déploient du pass numérique qu'on peut mettre à votre disposition si vous allez sur notre site ou si vous vous pouvez nous contacter directement à société.numérique@anct.gouv.fr, mais on redonnera les contacts ensuite en accompagnement du séminaire. Mais je partage tout à fait l'analyse du président Riboulet sur le push et le pull là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez compléter d'ailleurs. Je pourrais compléter, mais je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'on répond aux questions. En tout cas, ce sur quoi j'insiste, c'est que autant de territoires, à mon avis, autant de stratégies affinées, parce que bon, le terme d'écosystème, il est très à la mode. Il n'en demeure pas moins que les maillages de proximité, selon qu'on est dans des grandes villes, dans des quartiers, dans la ruralité, dans l'hyper-ruralité, dans une ville moyenne ou autre, est très inégal sur le territoire. Et ce qui compte, c'est que je crois on soit capable vraiment de décliner des politiques qui se territorialisent avec les mêmes enjeux, les mêmes exigences qui sont posées par le gouvernement, et je veux dire dont la NCT est entre guillemets le bras armé garant, mais qui soient capables vraiment d'être adaptés à la territorialisation des besoins. J'imagine qu'il pourrait y avoir des questions sur et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe pour ces postes? Bon. Et là-dessus, je crois que déjà, on va laisser passer les 2 ans, ou au moins une bonne année, et que derrière, effectivement, on est à peu près tous convaincus que dans 2 ans, la question de l'inclusion numérique ne sera pas réglée. Et qu'il faudra sans doute aussi que des formes nouvelles soient trouvées pour pouvoir continuer ce travail de fond. Voilà, je pose moi-même, ou j'anticipe moi-même des questions qui pourraient y avoir et qui payent au bout de 2 ans.
Alors je pourrais y répondre, mais on va peut-être prendre une autre question, mais c'est un très bon sujet. Il y avait justement cette question des 2 ans. Ah bon, eh ben, on va y répondre alors. Du coup, ouais. Non, oui, c'est tout à fait un enjeu. Alors déjà, des structures peuvent s'engager au-delà des 2 ans. Nous, on finance déjà cette partie-là. L'idée, c'est qu'ensuite, les conseillers numériques ne soient pas lâchés dans la nature sans accompagnement ni outils communs, qu'on les accompagne, qu'on ait cet effet de promotion et de communauté professionnelle, et qu'on soit aussi présent pour bien accompagner leur professionnalisation et leur formation professionnelle sur le long cours, pour donner des formations en plus de cette formation initiale qu'on propose, et pour penser soit une reconversion éventuelle dans d'autres métiers du numérique ou de la médiation numérique, ou participer de la pérennisation de ces postes. Mais c'est vrai qu'il y aura un vrai débat qui doit s'engager maintenant pour ancrer l'inclusion numérique comme politique publique, pour ancrer la médiation numérique comme filière à part entière, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou que ce soit dans la filière associative ou autre. Et moi, à titre personnel, je crois beaucoup au levier de la formation comme vecteur de structuration de cette filière-là, et de vraiment fournir des outils et des formations à ces professionnels-là. Et après, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Claude, sur le PJL proposé et sur la structuration et les moyens qu'on doit allouer à l'inclusion numérique. Je me permettrai peut-être d'ajouter qu'il faut aussi, au moins du côté des collectivités, qu'on soit lucide sur nous-mêmes. Là, on est dans une logique de médiation qui vient dans la proximité, qui accompagne les gens qui sont éloignés. Je crois qu'on a aussi très souvent nous-mêmes des efforts à faire sur nos propres services numériques. Je ne vais parler que des collectivités locales. Je veux dire, parfois nos sites internet et les démarches en ligne que nous proposons ne sont pas toujours de la plus grande fluidité, les plus simples en termes d'accès. Je vais prendre un autre exemple tellement, pour le coup, en retard, c'est le principe du dites-le nous une fois. Je veux dire, pour le coup, on devrait tous aujourd'hui, dans les démarches, que ce soit une commune, une interco, un département, une région, faire que nos concitoyens, ils aient leur compte et qu'ils n'aient pas besoin, même une association ou un particulier, de refournir les mêmes documents à chaque fois qu'il va avoir une démarche, et qu'on soit vraiment dans le dites-le nous une fois. Donc voilà, je crois qu'on a aussi, nous, pour pouvoir améliorer l'inclusion numérique, un travail à faire en back-office et dans la manière dont on va être capable de créer, développer des outils de service public qui sont plus faciles, plus fluides, plus limpides, plus évidents pour les usagers. Et là, c'est le moment où je fais un message de publicité de la NCT sur un autre sujet, mais c'est qu'on s'occupe également du volet outillage numérique des collectivités du plan de relance, où il y a là une enveloppe de 30 millions d'euros qui est mobilisée actuellement. Donc si vous allez sur incubateur.nct.gouv.fr, vous retrouverez cet appel à projet-là, et ce type de projet peut être accompagné également par l'incubateur des territoires de la NCT, et on essaye de piloter cette enveloppe-là comme un budget participatif avec les collectivités en partant de vos besoins. Et là, je clôt mon message de pub sur une autre casquette à NCT pour en revenir à l'inclusion, et on peut peut-être prendre une autre question. Oui, alors là, il y a 2 questions qui concernent l'expérimentation des coordinations territoriales de l'inclusion numérique. Première question, du point de vue de l'État, que pouvez-vous nous partager comme élément de perspective? Et du coup, du point de vue d'une collectivité territoriale, quelles perspectives nouvelles entrevoyez-vous? Alors, c'est un projet d'expérimentation qui a une origine assez ancienne, qui vient, assez ancienne. Quand on a rédigé le rapport en 2018, la stratégie nationale pour un numérique inclusif, qui avait été remis à Mounir Majoubi, il y avait toute une réflexion sur la gouvernance. Quelle est la bonne gouvernance locale pour l'inclusion numérique? Comment est-ce qu'on met en place des conférences de financeurs? L'inclusion numérique n'est la compétence une compétence non définie des collectivités. Comment est-ce qu'on s'organise? Effectivement, comme le rappelait le président Riboulet, il y a les SDASAP qui sont très importants. Nous, on met en place de l'ingénierie au niveau des hubs, etc. Et l'année dernière, les interconnectés, donc l'association des intercommunalités, la branche numérique des associations d'intercommunalités, ont fait une proposition au ministre d'expérimenter au niveau local ces conférences de financeurs qui ont été appelées coordination territoriale pour l'inclusion numérique. Donc c'est vraiment dans 5 territoires ciblés, essayer d'expérimenter pour voir comment fonctionnerait cette mise en commun de moyens
financiers et d'objectifs en mettant autour de la table les partenaires publics et privés. Donc là, on se donne quelques mois pour voir en pratique comment ça fonctionnerait. On est parti de nos territoires partenaires qu'on appelle les territoires d'action pour un numérique inclusif. On a une vingtaine de collectivités avec qui on expérimente nos outils en avant-première. Et comme ça venait des interconnectés, beaucoup d'intercommunalités faisaient partie des collectivités expérimentatrices, excusez-moi pour l'imprécision, et qui se sont rapprochés de leur département d'ailleurs, pour jouer sur les deux niveaux d'échelle et voir comment ça fonctionnerait. Donc j'imagine que vous avez vu les annonces qui ont été faites par le ministre avant-hier. L'idée, c'est qu'au-delà de l'expérimentation de gouvernance, pour donner corps, on a aussi travaillé sur la question des conseillers numériques, avec là un accord préalable de principe qui a été conclu avec ces collectivités pour cranter un certain nombre de conseillers numériques et expérimenter cette gouvernance avec le déploiement de conseillers numériques. Donc là, à l'échelle d'un EPCI, en concertation avec le département, et cela va se poursuivre ensuite, voilà, comme je disais, dans les mois à venir pour tirer les leçons de cette expérimentation, qui peut être aussi un volet intéressant pour venir nourrir les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, qui sont suivis par la NCT pour le gouvernement. Ça peut être le volet inclusion numérique d'un CRTE pour l'instant. Donc voilà, une expérimentation sur des modes de gouvernance de financement, bien mettre des moyens, afficher des moyens à des actions, et on revient vers vous dans quelques mois avec les résultats. J'espère que ça répond à la question qui était double, si je me souviens. Oui. Très bien. Alors, moi, je vais peut-être répondre côté collectivité. Ouais, c'est ça. Dans ce domaine, je ne crois absolument pas sur les conférences territoriales, un modèle unique. Je le disais tout à l'heure, donc j'insiste, moi ce à quoi je crois, c'est une territorialisation des politiques publiques. Parce qu'il y a des territoires qui sont très différents entre eux et qu'il faut vraiment laisser la souplesse et la liberté et l'intelligence à la proximité d'organiser la meilleure façon possible ces conférences territoriales. Je vais prendre 3 exemples. Le premier, je crois que je l'écoutais ce matin à la radio, sur les rendez-vous de vaccination Doctolib de la Seine-Saint-Denis qui ont été quasiment préemptés par des Parisiens. Et le commentaire qui a été fait, c'est de dire pourquoi. Parce que les populations de Seine-Saint-Denis n'avaient pas de maîtrise spontanée de la prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib. Bilan de l'opération, c'est les personnes, entre guillemets, socialement peut-être plus à l'aise, qui ont pris les rendez-vous en Seine-Saint-Denis. Voilà. C'est une illustration de ce matin qui montre bien qu'on a affaire à des réalités humaines et territoriales très différentes. Deuxième exemple. Première cause de l'exclusion, l'accès à l'Internet. Bon, bah évidemment que quand on est dans des territoires ruraux et périuraux, même avec la meilleure volonté du déploiement des réseaux d'initiatives publiques, la fibre, elle n'est pas encore partout. Les solutions alternatives, 4G fixe, satellite, elles sont en train de se consolider, mais ce n'est pas encore partout. Et que cette question du premier handicap de l'accès au réseau, eh ben, il crée une inégalité territoriale aujourd'hui. Alors on va dire que d'ici 2025, c'est bon, ça sera à peu près réglé et qu'on n'aura plus cette contrainte-là à laquelle il faudra faire face, qu'on en sera affranchi. Mais ça veut dire qu'effectivement, selon qu'on est dans un territoire où c'est fibré ou en hypercentre d'une métropole ou qu'on est dans la ruralité, la question de l'inclusion se déroule déjà pas de la même façon selon l'accès au réseau et la fluidité de la connexion. Et puis je vais prendre un troisième exemple. Faire atterrir un conseiller numérique comme ça hors sol, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que tout à l'heure, je le disais, ce n'est pas le 3e poste de la maison France Service. Parce que si sur tel territoire, ce n'est pas dans la maison France Service que ça se joue, mais que c'est autour de telle structure associative, de telle initiative entrepreneuriale, de telle collectivité, eh bien, il faut là qu'on soit dans l'intelligence la plus fine du bon atterrissage, pourvu que ça marche et que ça fonctionne. Et le bon atterrissage, c'est quoi? C'est l'identification et la légitimité, crédibilité. Je reprends ce que je disais sur le chèque haptique. S'il n'y a pas un principe de confiance, et je rejoins ce que disait Pierre-Louis Rolle, on remet de l'humain. Donc dès lors qu'on remet de l'humain, il faut qu'il y ait un gage de confiance a priori. S'il n'y a pas une lisibilité et une confiance a priori sur là où on va aller chercher la ressource pour être accompagné, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc je résume mon propos. Il y a des différences d'infrastructures aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des différences humaines dans des territoires très voisins. Et il y a effectivement surtout une intelligence de proximité à laquelle il faut faire confiance. Et soyons très clairs, pour les territoires ruraux, l'inclusion numérique, c'est un recours, mais c'est même plus que ça. C'est un besoin et c'est pour nous peut-être une façon de rééquilibrer territorialement ce qui se passait à très grande vitesse dans les métropoles et le sentiment de relégation que pouvaient avoir ces territoires-là. Je souscris totalement à cette analyse-là. Nous, notre ambition est vraiment de faire du sur-mesure pour garantir
une inclusion numérique effective. Et particulièrement dans le déploiement des conseillers numériques France Service, ça va vraiment se nouer dans le pli des organisations locales de qui sont les parties prenantes de l'inclusion numérique. Elles sont de nature très nombreuses. On a des publics très différents à adresser en parallèle. Donc là, absolument jouer sur le sur-mesure, sur les effets d'échelle différentes pour arriver à remplir ces objectifs. Donc je souscris totalement à cette vision-là. Une question qui fait peut-être suite à ce que vous disiez justement. Donc, j'ai le sentiment d'une parcellisation des acteurs entre espace France Service, acteurs sociaux et surtout tous les acteurs déjà existants, parfois de longue date. N'aurait-il pas été préférable de soutenir aussi l'existant? Là, je vais répondre. Je crois que... alors, je suis désolé, je ne sais pas qui a posé cette question, mais moi, dans mon esprit, l'existant, c'est déjà la base de l'état des lieux. Mais soutenir l'existant, si l'existant reste tout seul, j'ai tendance à penser que ça sera insuffisant. Quand je parlais des schémas départementaux d'accessibilité des services au public, la première étape de ces schémas, c'est l'état des lieux. C'est même très souvent de faire des cartographies. Et je le dis pour illustrer, la cartographie de la station-service, du distributeur automatique de billets, du cabinet médical, effectivement de l'offre commerciale supermarché ou proxy, etc. Donc l'existant, c'est vraiment une des bases sur lesquelles on va s'appuyer, mais qui doit trouver sa place dans une diffusion, un élargissement et une diversification. Donc là-dessus, surtout ne pas nier l'existant, s'appuyer dessus, mais consolider à partir de ce qui est déjà là et de ce qu'il faut développer et renforcer. Et c'est pour ça que je défends cette idée de proximité, de territorialisation. Parce que j'ai aucun doute que dans un département, on travaille avec les présidents et les présidents d'intercommunalité, l'association des maires, avec les services de la préfecture et des sous-préfectures, et très vite, le territoire, on sait qui est là, qui n'est pas là, sur qui on peut s'appuyer, qui sait qu'il y a besoin d'être développé, ou au contraire, là où il y a des vraies carences, où il faudra apporter des réponses, tout simplement des réponses, parce que rien n'existe. Là-dessus, nous, on a une approche, on essaie de produire des outils qui peuvent s'adresser à différentes structures ou professionnels existants. Et ça, on essaye vraiment de penser les choses en interopérabilité. On prenait, par exemple, on va généraliser grâce au plan de relance en mars, le test de positionnement de diagnostic de niveau numérique ABC-PIX. PIX, qui est le test d'évaluation des compétences numériques utilisé par Pôle emploi, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, était encore trop compliqué pour les personnes éloignées du numérique. On l'a abaissé le niveau avec un outil de diagnostic qui s'appelle ABC Diag et un outil d'évaluation qui s'appelle ABC PIX. Et ça, on va le mettre à disposition des médiateurs numériques, qu'ils soient positionnés en établissement scolaire, en établissement public, dans des centres sociaux associatifs, et que ce soit un outillage qui épouse les formes du tissu local, mais qui nous permette de consolider une grammaire commune, une pratique professionnelle commune, et de venir augmenter les réseaux. C'est la même logique sur Étant Connect, et sur Conseiller numérique France Service également, où là, on va s'adresser à des profils assez différents, qui peuvent aller dans des structures diverses, publiques ou privées, et vraiment de venir renforcer l'existant. Pareil sur l'axe lieu, que l'on va préciser dans quelques semaines. Là, l'idée, ça ne sera pas d'ouvrir de nouveaux lieux, mais de venir accompagner une montée en gamme de l'existant et outiller l'existant. Après, vous citez France Service en exemple, où là, c'est une politique publique de l'État qui vient ouvrir de nouveaux lieux et de présence de l'État dans les territoires. L'inclusion numérique est tout à fait articulée et complémentaire. Le conseil numérique pourra exercer dans les France Services, pourra venir faire des permanences, pourra renvoyer, une fois qu'il aura donné un petit coup de pouce, renvoyer les usagers vers la France Service pour un accompagnement plus métier pour son problème de fond. Donc l'idée, c'est bien de penser tout cela en système. Après, il faut qu'on ait conscience aussi qu'on a des parties importantes du territoire où il n'y a plus de lieu de médiation numérique et d'inclusion numérique. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on en fait émerger de nouveau, qu'est-ce qu'on fait le temps, parce que ça prend du temps de faire émerger un lieu de qualité, etc. Alors il y a des initiatives comme Mon Assistant Numérique qui, eux, font de l'accompagnement à domicile avec des réseaux d'indépendants, pour revenir sur cet aller vers évoqué par le président Riboulet. Et donc quels autres dispositifs de médiation
on peut mettre en place avec des conseillers numériques mobiles, etc., reste à inventer. Donc on ne peut pas non plus se satisfaire de l'existant, sachant qu'on est en des trous dans la raquette et qu'on a 13 millions de personnes éloignées du numérique. Et en réalité, je pense bien plus, comme l'a révélé la crise sanitaire qu'on vient de vivre, et des gens en situation de vulnérabilité numérique très, très diverses et plus importantes qu'on le pensait. Je me permets d'ajouter, je remercie Pierre-Louis tout à l'heure d'avoir présenté l'Allier comme un département en avance. En fait, ce n'est pas si vrai que ça. Donc, il faut revenir avec beaucoup plus d'humilité et de modestie et dire que je ne suis pas non plus le meilleur élève. Par exemple, nous, on n'a pas répondu aux appels à projets sur les chèques haptiques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je n'ai pas une offre structurée suffisamment sur mon territoire en terre bourbonnaise. Et que quand bien même on aurait mis les chèques haptiques, s'il n'y a pas l'offre de services pour pouvoir ensuite les utiliser, ça aurait été limite. Je vais rêver dans un monde idéal. On a des services d'aide à domicile, et c'est notamment pour les plans d'aide des personnes âgées dépendantes qui ont de l'APA ou des personnes handicapées qui ont aussi un plan d'aide à domicile. Et là, effectivement, on connaît le réseau, qu'il soit associatif, public avec les CCAS, privé en mode de société, des services d'aide à domicile. Moi, je rêvais qu'on puisse dire, tiens, si on mettait en place les chèques haptiques et que ces structures, encore une fois, associatives ou économiques, d'aide à la personne ou d'aide à domicile, se mettaient à embaucher les étudiants qui vont rentrer le week-end chez leurs parents, parce qu'on n'a pas d'université dans l'Allier, c'est Clermont-Ferrand la plus proche, et en disant ça pourrait leur faire un job le week-end pour aller à domicile, aider telle ou telle personne sur l'inclusion numérique, et puis ça leur permettrait d'avoir pour le coup un peu plus d'argent de poche, et puis ça ferait de l'intergénérationnel, bref, etc. Mais c'est pas si facile que ça à mettre en place. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment une structuration de fond qui doit s'appuyer sur l'existant, mais qui doit sans doute aussi créer de nouvelles initiatives, y compris dans le privé. D'où l'importance, j'insiste, du diagnostic initial. Faire atterrir pour faire atterrir, ça ne sera pas une fin en soi si on n'a pas une bonne connaissance de la réalité territoriale, de ceux qui sont dans le besoin et des services et de l'offre déjà existante. Il y a une question justement sur ce sujet. Donc, Aidant Connect, conseiller numérique, passe numérique. Qu'en est-il de la formation de base numérique pour adultes, non les aptiques pour les centres de formation qui enseignent l'informatique, mais pour les usages quotidiens et domestiques des outils numériques et des e-services? Ça, c'est Pierre-Louis qui répond. Alors, ça fera partie des missions du conseiller numérique, d'aborder tous ces usages différents. L'idée, c'est d'aller au-delà, effectivement, de la découverte informatique de base, d'aller vers l'accompagnement en démarche. Donc le conseil numérique sera là pour accompagner à ces usages plus diversifiés. Mais j'ajoute quand même que sur le pass numérique, parmi les services qui peuvent être financés, on va au-delà de la découverte du matériel informatique et des compétences de base, et il peut y avoir des usages plus évolués comme vous le dites. Et le haptique, dans son grand référentiel de service, a des usages beaucoup plus évolués. Donc ça peut être aussi accompagné par une formation financée par un pass numérique. D'ailleurs, on a beaucoup de collectivités qui, par exemple, vont distribuer des carnets de 10 passes avec par exemple, privilégier sur les 7 premiers des formations en compétences de base et laisser libre ensuite pour la découverte ensuite. Enfin, il y a des parcours comme ça qui peuvent être conçus. Il y a une question qui concerne Aidant Connect. Pour la Bretagne, on est preneur de l'organisation du déploiement, car cela concerne aussi la relance et il faut bien articuler entre l'action de l'État, du SGAR, en passant par le commissaire pauvreté, des préfets, du département au délégué, du préfet dans les QPV, etc. Alors, je ne sais pas qui pose la question, peut-être quelqu'un de la préfecture. On va lancer effectivement l'appel à habilitation là, dans les semaines à venir. Comme je disais tout à l'heure, il y aura une procédure d'habilitation où chaque structure devra se renseigner et renseigner les aidants qu'il souhaite habiliter. Donc on est en train d'affiner le plan de communication et le plan d'articulation avec les différents échelons territoriaux et les préfectures. Mais tout ça sera effectivement précisé pour qu'on soit dans la mesure de massification à venir. Là, je vous dis ça en toute confidence, bien sûr, ne le tweetez pas trop vite. Non, mais tout ça va être vraiment précisé dans les semaines à venir. Alors, il y a beaucoup de questions un peu techniques sur les conseillers numériques. Pouvons-nous recruter un conseiller afin qu'il démarre sa mission avant d'avoir obtenu la validation de la prise en charge de son poste par le plan de relance? Non.
Non, non, il faut attendre la validation de notre côté pour faire débuter le contrat. L'AMI conseiller numérique est-il réservé aux collectivités porteuses d'espace France Service? Non, pas du tout. Ok. Des aides sont-elles amenées aux collectivités pour l'embauche d'un conseiller? J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a-t-il des aides aux collectivités pour l'embauche d'un conseiller? Oui, c'est 50 000 € pour 2 ans. Les France Service ont-elles dans leur cahier des charges d'avoir des médiateurs? Alors, elles n'ont pas dans leur cahier des charges d'avoir des médiateurs numériques. Ce sont des lieux où il y a des structures où il y a de nombreuses actions d'inclusion numérique, mais elles pourront accueillir un conseiller numérique de façon permanente. Mais ça ne sera pas le 3e ETP de la France Service, ce sera bien un conseiller numérique qui fera des missions de médiation numérique, ou alors on invitera les conseillers numériques à se renseigner auprès du réseau territorial France Service pour pouvoir effectuer par exemple des permanences au sein des France Service. Alors, est-ce qu'une petite commune de 300 habitants a le droit d'embaucher un conseiller numérique? Oui, une petite commune de 300 habitants a le droit d'embaucher un conseiller numérique. Mais elle peut aussi discuter avec son EPCI pour voir quel est l'échelon le plus pertinent pour le portage du contrat. Et ce n'est pas parce qu'on n'embauche pas un conseiller numérique France Service qu'on ne peut pas en bénéficier. Il sera important, dans cette logique aussi de sur-mesure qu'on évoquait tout à l'heure, de bien définir les parcours de chacun et les différentes permanences. Mais ça, Monsieur Riboulet, je ne sais pas si vous avez des exemples un peu plus concrets du côté de l'Allier à donner sur les discussions que vous avez avec les EPCI, par exemple. Moi, du côté de l'Allier, j'ai plutôt poussé à ce que ce soit les EPCI qui embauchent. Aujourd'hui, elles se sont toutes positionnées. Les 20 postes qui avaient été, entre guillemets, pré-réservés par Cédrico dans l'Allier, on les a atteints. On est même à 25. Et avec, ça complète la question. Moi, j'ai l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui s'est positionné sur un projet qu'ils portent, eux, pour avoir des postes. Donc moi, j'ai plutôt poussé les intercos. Je le dis, et c'est peut-être en écho avec la question d'une petite commune de 300 habitants. L'interrogation, pour ne pas dire une crainte, même si vous l'avez dit, Pierre-Louis, il y a beaucoup de CV qui ont été envoyés sur la plateforme gouvernementale, c'est est-ce que dans tous les territoires, y compris dans la ruralité, on arrivera à trouver les candidats et à pouvoir recruter. Effectivement, il ne faut pas être ingénieur informatique, avoir un bac plus X, mais c'est quand même parfois une question que je me pose, donc on verra quand on sera sur la phase vraiment strictement de recrutement, qu'on n'ait pas de difficulté à trouver ici ou là ces postes de conseiller médiateur numérique. Je défends quand même l'idée que je crois que l'intercommunalité, qui en général est organisée autour d'un bassin de vie, qui a déjà un maillage territorial, peut être un bon périmètre de recrutement et d'organisation et d'animation. Une question, 14 000 candidatures pour 4 000 conseillers. Comment allez-vous faire le choix des structures qui en disposeront? Alors, le choix des structures, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de cohésion territoriale. C'est cette discussion qu'on a entre les collectivités, les différentes structures, le préfet, pour s'assurer de la cohérence en fonction des vœux de chacun. On validera les différentes enveloppes et après se pose la question de parmi les 14 000 qui est recruté. Et là, c'est bien le futur employeur qui sera responsable de son recrutement. Donc la collectivité territoriale ou l'association ou la structure ESS qui aura à sa charge de mener à bien les entretiens, de le sélectionner. Nous, on fera la mise en relation. On mettra en place on a mis en place une plateforme de recrutement et de suivi de candidature, mais l'employeur et le maître de son recrutement, voilà, c'est bien la structure accueillante. On espère qu'une fois que les collectivités auront recruté des conseillers numériques, il en restera pour les associations. Y a-t-il des quotas prévus par territoire? Alors on essaye, nous, de prendre en compte effectivement les spécificités territoriales en termes de connectivité, de taux de pauvreté, taux de chômage, de vulnérabilité numérique, de démographie. Mais après, on veut vraiment faire du sur-mesure en fonction des projets de territoire. L'idée, c'est pas de se découper la France depuis Paris, mais vraiment d'avoir cette concertation permanente avec les différents
les différentes parties prenantes. Et oui, il restera des conseillers numériques pour les associations. On n'est pas dans une logique de premier arrivé, premier servi. Et ces premiers engagements dont je parle, c'est un double engagement. L'État s'engage à réserver ses postes et il faut que en face, les collectivités soient en mesure de les recruter dans le temps imparti. Donc on a ces estimations sont aussi faites sur et le président Riboulet évoquait le fait que le chiffre ait pu fluctuer, etc., suite à cette signature. Là, on était dans une approche très opérationnelle et pragmatique pour faire en sorte qu'on ait des gens auprès du public le plus rapidement possible. Est-ce que vous comptez développer dans le cadre d'Aidant Connect et des conseillers numériques une ressourcerie d'informations communes pour faciliter le développement des accompagnements numériques? Oui, tout à fait. C'est dans le deuxième axe. On va mettre en place une ressourcerie ou un centre ressources d'applications, de contenu pédagogique au service de la médiation numérique. Donc l'idée, ça sera de référencer les outils existants, de les mettre à disposition des professionnels. Les conseillers numériques, ils auront un espace professionnel avec un accès direct à des outils qui sera dédié, un réseau social professionnel pour qu'ils soient en contact avec les autres conseillers numériques de leur département et de France d'ailleurs. Et ensuite, on va réfléchir, et ça on annoncera un peu plus tard, sur comment est-ce qu'on peut venir aider très concrètement les différentes ressources qu'on va référencer, donc aider financièrement, mais aussi en termes de accessibilité pour le handicap, en termes d'open source, etc. Donc c'est venir aussi avoir une vraie offre de service et pas simplement un catalogue de ressources. Mais là, on est encore penché sur notre établi sur cette question-là, et c'est une partie du plan de relance qui sera annoncé un peu plus tard également. Mais on y travaille et c'est une très bonne question. Il y a quelques questions sur la formation des conseillers. Donc, quid de la formation des conseillers, contenu, temps, formateur, etc. Alors, ça sera il y aura il y aura plusieurs types de formations. Une formation courte, si possible, pour les personnes qui ont déjà une expérience ou déjà un diplôme. Une formation en présentiel longue de 420 heures qui correspond au bloc de compétences 1. Médiateur numérique du titre professionnel du ministère du Travail, responsable d'espace de médiation numérique, qui est un équivalent Bac+2. Donc nous, on vise à l'obtention du premier bloc de compétences sur 420 heures, et qui sera opéré par des opérateurs de formation professionnelle au plus proche des employeurs. L'ANCT a passé un marché public pour cela, qui est en cours d'attribution, donc on ne peut pas encore dévoiler les lauréats, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des formations locales et de 420 heures, je disais, et on y tient certifiante et sur un titre professionnel. Et il y aura également une possibilité de la suivre en distanciel. On a appris à prévoir les confinements et reconfinements. Donc si cela doit être nécessaire, on pourra avoir une formation en distanciel. Ça peut être aussi un moyen d'accélérer une entrée en formation dans des territoires particulièrement peu dotés en formation ou dans les territoires d'outre-mer, pour accélérer l'entrée en formation sans attendre qu'il y ait une cohorte complète, par exemple. Il y a une question qui concerne Solidarité numérique. Quelle passerelle à terme avec l'initiative Solidarité numérique mise en place pendant la crise sanitaire? Alors c'est une très bonne question. Solidarité numérique se poursuit. Il a été réactivé au début du second confinement. On va poursuivre le service dans son paramètre actuel durant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Donc on a confié à la MEDNUM, la coopérative des acteurs de la médiation numérique, le soin d'opérer le service. On a 10 médiateurs professionnels qui répondent au téléphone, orientent et accompagnent. On a toutes les ressources qui ont été produites dans le premier confinement par la mobilisation de 2000 médiateurs numériques qui sont portés volontaires pour produire des tutoriels, répondre au téléphone. Donc tout ça est mis à disposition sur solidariténumérique.fr. Et les ressources sont toujours actives. Et donc le numéro est toujours actif. Après, effectivement,
On se pose beaucoup de questions sur la continuité du service, comment est-ce qu'on va l'articuler de façon pérenne et globale avec Conseil numérique, avec les autres initiatives, et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, mais pour l'instant l'horizon est plutôt on fonctionne toujours dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et n'hésitez pas à faire connaître le service dans vos collectivités, auprès des associations avec lesquelles vous travaillez. C'est un service qui est vraiment là pour donner un coup de pouce sur tous les problèmes numériques de quotidien, comme pourront le faire les conseillers numériques. Donc n'hésitez pas à faire connaître le numéro de téléphone. Il reste quelques questions, un peu toujours sur les conseillers numériques, notamment est-ce qu'il y a un âge limite pour devenir conseiller numérique ? Non. Le conseil numérique est un professionnel qui doit être en situation d'emploi. Voilà, mais après, le droit du travail s'applique. Est-ce qu'on peut payer plus que le SMIC, un conseiller numérique ? Oui. Voilà, c'est un peu la fin des questions. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Agathe. Monsieur le Président Riboulet, si vous voulez avoir le mot de la fin ou une précision après cette salve de questions très techniques et un peu unilatérales, je vous en prie, la parole est à vous. Merci. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Je crois que j'ai un problème de micro. Ah non, on vous entend bien, oui. Ah bon, parfait, merci. Non, alors, je n'aurais pas la prétention d'avoir un mot de conclusion. Je vais juste réagir sur une des questions tout à l'heure qui était, après les collectivités, est-ce qu'il en restera pour les associations ? Je crois qu'il ne faut pas être dans cette logique de dire il faut un conseiller il faut avoir un conseiller. Je crois que l'idée, c'est comment l'atterrissage est le mieux possible pour que ça soit efficace. Et si c'est une asso, c'est très bien. Si c'est une collectivité, c'est très bien. Si c'est une autre solution, parfait. Voilà, je me répète, mais je crois que c'est un enjeu vraiment de priorité nationale. Moi, je salue le fait qu'il était porté politiquement, cet enjeu de la solidarité numérique et de l'inclusion numérique, parce que je crois que jusqu'à présent, c'était un peu sous le boisseau, et que ce que vraiment je crois, c'est que c'est l'intelligence collective de la proximité qui sera la plus efficace pour pouvoir faire que nos concitoyennes et nos concitoyens retrouvent un niveau de liberté, parce que je crois que c'est ça l'enjeu en fait. C'est un enjeu de liberté personnelle individuelle qui doit se réacquérir par le biais de ces politiques d'inclusion. Et j'abonde totalement dans ce sens, effectivement. La collectivité peut le mettre à disposition des associations. Peut-être qu'il y aura un dialogue qui va se faire au local. On se rendra compte qu'il est plus pertinent d'être dans telle ou telle structure. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collectivités, de vous rapprocher de vos associations. Nous, on est effectivement ouverts à accueillir ce dialogue-là. Et ce qui va primer, c'est cette logique de proximité. Les enjeux sont immenses pour la société française, pour l'inclusion de beaucoup de nos concitoyens. Donc vous pouvez compter sur notre mobilisation pour réussir ce déploiement et sur notre mobilisation de toute l'équipe pour vous accompagner dans ce projet. Donc je crois qu'on arrive à la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et vos nombreuses questions. Je remercie le président Riboulet pour nous avoir accordé de son temps pour vous répondre et être parmi nous ce soir. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'agence. Et n'hésitez pas à saisir l'ANCT et notamment le programme Société numérique pour toutes vos questions.